Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de l'info, l'émission d'actualité de la 7ème chaîne. L'équipe de l'info, c'est l'émission qu'il vous faut pour bien comprendre l'info. C'est aujourd'hui le premier numéro de l'année 2016, donc tout d'abord, toute l'équipe vous présente, chers auditeurs, ses meilleurs vœux pour l'année 2016. Pour m'accompagner dans nos débats, voici l'équipe du jour, Ernestine et Marc. Bonjour à vous deux, comment ça va et bonne année. Oui, bonjour Gabriel, bonjour Marc et bonjour à toutes et à vous tous et belle et heureuse année 2016. Bonjour, ravi de revenir à l'antenne et évidemment meilleurs vœux pour 2016. Merci. Au sommaire de notre émission cette semaine, on reviendra dans la première partie consacrée aux infos sur le projet de déchéance de la nationalité française pour les terroristes binationaux, puis sur les suites des élections régionales de décembre dernier en France et enfin sur les vives tensions récentes entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. En seconde partie, pour une fois, ça ne sera pas notre traditionnel débat, mais une mise en perspective de 2016 où chacun mettra en exergue des événements prévus pour cette année. Et enfin, nous terminerons l'émission avec la tribune, les traditionnels coups de cœur et coups de gueule des chroniqueurs et la chronique littéraire de Marc, avant la conclusion. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission. La première partie de l'équipe de l'info, les infos de la 7ème chaîne. De retour pour la première partie de notre émission, les infos de la 7ème chaîne. Notre premier sujet d'actualité aujourd'hui, c'est la polémique actuelle autour et suite à la dramatique année 2015 et aux attentats parisiens du projet gouvernemental de déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux. Malgré les critiques de Christiane Taubira la semaine dernière, Manuel Valls a annoncé mercredi le maintien dans le projet de réforme de la Constitution de l'extension de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Il s'est dit convaincu d'avoir une large majorité au Parlement. C'est un nouveau couac, un désaveu profond et un incroyable rebondissement à la fois. Contre toute attente et malgré l'intervention de Christiane Taubira depuis l'Algérie la semaine dernière, Manuel Valls a annoncé mercredi donc le maintien dans le projet de réforme de la Constitution de l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux lors de sa conférence de presse de sortie Conseil des ministres traditionnel. Tandis qu'il présentait le texte de révision retenu le matin même, le chef du gouvernement a bel et bien confirmé que cette épineuse question serait prochainement soumise au Parlement, comme le président de la République l'avait annoncé au lendemain des attentats de Paris. Il dit que le gouvernement est uni, a affirmé le Premier ministre. Christiane Taubira s'est exprimée et elle a rappelé que le président de la République et le Conseil des ministres tranchaient en dernier ressort. Et Manuel Valls a ajouté que le débat était tranché. Alors, première question, que pensez-vous de cette mesure sur la déchéance de nationalité étendue aux binationaux ? Première question simple. Ernestine. Moi, je pense que c'est pas du tout une bonne mesure parce que, en fait, on va faire la différence entre ceux qui sont français et ceux qui sont, en fait, qui ont la double nationalité. Donc c'est vrai que moi je vais bientôt en faire partie puisque je suis en train de faire la demande pour avoir la nationalité sénégalaise. C'est vrai que du coup ça a encore créé des finalement pas de différence mais un petit peu comme encore des divisions quelque part entre Français alors que c'est vraiment pas le moment au vu du contexte. Et puis il y a pour un peu appuyer mon un petit peu mon propos, je prends juste un exemple. Imaginons que au Maroc ou dans un autre pays où on applique effectivement cette déchéance de nationalité et que par exemple un terroriste commet des attentats dans ce pays, il est franco X pays et que donc ce pays-là en question le condamne à de la prison et en plus de ça on le déchoit. Ça veut dire que à l'issue de sa peine on va lui demander de quitter le pays pour revenir en France. Je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur accepterait ce genre de choses. Donc si jamais ce projet ils veulent vraiment l'appliquer, il va falloir sérieusement discuter avec les autres pays à laquelle de potentielles personnes auraient d'autres nationalités en plus de la nationalité française. Marc, un mot là-dessus. Sur le projet, donc je pourrais être assez rapide sur mon opinion, c'est un mauvais projet. Alors si on remet le contexte, pourquoi ça arrive ? Bon, c'est suite aux attentats du mois de novembre.
sachant qu'il y avait eu avant les attentats du mois de janvier, Oui. ensuite des polémiques disant qu'en janvier on avait annoncé des mesures qu'on n'a pas prises et qu'il y a eu novembre qui est arrivé. C'est quoi l'important ? L'important, c'est essayer de contrer les terroristes, d'empêcher qu'ils agissent et d'empêcher les massacres tels qu'on les a commis en 2015. Je vais poser une question peut-être un peu provocatrice, mais quand il y a un attentat, à la limite, la nationalité du terroriste, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas d'attentat. Enfin, parce que vous comprenez bien le sens de mes propos, mais là, on est sur du symbolique. C'est clair. C'est ça. Et t'arrives même à ma deuxième question. Qu'est-ce que ça va apporter ? Alors, il y a cette semaine, tu citais ce que disait Emmanuel Valls. Il a aussi fait une tribune dans le Nouvel Obs pour mettre en avant la notion de nation. Tout ça, c'est très bien, c'est symbolique, mais j'ai l'impression que suite à la dramatique année 2015, ce qu'attendent les Français, alors on pourra en rediscuter parce que les sondages sont paradoxaux et puis c'est peut-être pour ça que François Hollande va vers il dit maintenant, moi je suis un chef de guerre, j'ai dit que je ferais ça maintenant, donc je vais le faire. Ouais, d'accord. Dans son camp, il semblerait que la plupart des gens soient pas vraiment favorables. Christiane Taubira a quand même une position de je suis dans le gouvernement, donc je suis la ligne du gouvernement, mais bon, on sait qu'elle est pas forcément au fond d'elle tout à fait d'accord. Mais j'ai l'impression que ça ne sert à rien, c'est ça qui me gêne. C'est du symbole. Il y a un islamologue qui vient de publier un ouvrage, la Gilles Kepel, qui dit clairement l'échéance de nationalité, ça n'empêchera pas les djihadistes d'agir. Et justement, c'était la seconde question, c'est est-ce que cette mesure est réellement efficace pour lutter contre le terrorisme? Donc on a un peu répondu à cette question, mais vas-y Ernest. Ouais, on a un peu répondu à cette question. C'est sûr que ça va pas empêcher les terroristes de continuer à faire ce qu'ils veulent. Le but, c'est de contrer d'une autre manière, effectivement, ce qu'ils font. Donc, ça relève du symbolique. C'est pas ça, franchement, qui va faire avancer la lutte contre le terrorisme. Et puis, pour être honnête, cette polémique, franchement, il faut qu'on en termine parce qu'il y a d'autres urgences. Il y a des gens qui souffrent, qui justement n'ont pas une meilleure vie. Enfin, parlons plutôt politique, économique et sociale plutôt que de symbolique. Oui, mais là, j'ai eu ta réponse sur l'efficacité, mais tu peux rajouter des choses si tu veux. Oui, pardon. Oui, là, on se demande d'où vient cet entêtement en fait de Hollande à poursuivre. Alors, il semblerait qu'il y ait des sondages qui disent que une grande majorité des Français sont favorables à ce genre de mesures. Mais alors, méfions-nous une fois de plus des sondages. Quelle est la question posée ? Est-ce que les gens ont bien compris quel était l'enjeu de ce qu'on leur demande ? Parce que c'est pas parce un terroriste. Alors, et puis moi, ce qui m'inquiète, je poursuis mon propos, c'est que là, on est dans un premier pas. C'est quand même normalement un gouvernement de gauche. J'ai l'impression que le pas suivant, c'est de se dire, allons-y, rétablissons la peine de mort. Alors ça tombe bien, les terroristes, la plupart du temps, là, on a vu, ils se font sauter. Donc à la fin, ou on les tue, ou ils sont kamikazes. Donc finalement, la question de la peine de mort se pose pas. Mais comprenez là encore mon raisonnement, j'ai l'impression que on part pour un gouvernement de gauche vers des valeurs qui sont pas celles qui devraient être affichées. Et la limite me semble pas très loin. Alors, je veux pas te faire de procès d'intention contre François Hollande. Je pense que je pense que c'est totalement irréaliste de se dire que un jour le sujet de remettre en place la peine de mort en France puisse revenir. Je pense pas. Mais malgré tout, il y a des relents derrière. À partir de ça, où on se dit que là, on est un gouvernement de gauche, on dit des chances de nationalité, pourquoi pas l'étape d'après. Et puis là, on ratisse large et on va avoir un sujet ensuite sur les conséquences des élections où il y a eu de Front National dont on va sans doute reparler. Là, on est clairement sur des thématiques Marine Le Pen. 20 ans après la mort de François Mitterrand qui lui avait aboli la peine de mort, c'est un sujet intéressant. Mon opinion, moi, sur ce sujet, vous avez un peu dit, je vous rejoins assez là-dessus, sur cette mesure qui est, je trouve, totalement inefficace. Et surtout qui va créer des apatrides et ça ne sert absolument à rien parce qu'un terroriste qui soit français ou pas français, ça l'empêchera pas de faire un attentat. Donc on est assez d'accord là-dessus, sur une mesure qui n'est pas très efficace. Sur le sujet, une autre question plus politique maintenant, c'est comprenez-vous donc sûrement les réticences des élus de gauche comme de droite d'ailleurs sur cette mesure. Énormément de députés de gauche et pas que sur ce qu'on pourrait appeler les frondeurs ou la gauche du PS s'est exprimé contre cette mesure. Il y a même des soutiens annoncés et historiques à François Hollande Jean-Marc Ayrault, Kader Arif, voilà. Exactement. Qui qui protestent un peu, donc c'est... À droite aussi, il y en a qui vont voter ce projet, d'autres qui sont plus réticents. À droite, il y a même certains qui disent que Hollande ne va pas assez loin, il voudrait la déchéance pour tous les Français.
Donc voilà, donc c'est lui, Valls dit qu'il est sûr d'avoir une majorité. Il faut rappeler qu'au Congrès, il faut pas avoir que la majorité, plus de 50%, il faut les 3/4 des voix. Et lui, il pense les avoir avec les voix des élus de droite plus ceux de gauche, mais moi je pense que c'est loin d'être fait étant donné la fronde. Alors après, est-ce que les députés disent maintenant on est contre et que finalement ils vont le voter parce qu'il faut le voter ou pas? Mais j'espère que que la gauche va continuer à mener ce combat. Ernestine. Ouais, c'est ça en fait. Pour ceux qui sont contre, il faut aller au bout effectivement des choses et voter vraiment contre au Congrès, puisqu'on parle de Congrès. Juste petite modification, je crois que c'est 3/5 pour oui, 3/5, voilà, t'as raison, pour, c'est pas requérir en fait l'approbation du projet de réforme de 3/5, c'est beaucoup. Ouais, c'est 60%, donc c'est quand même c'est quand même énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire, du coup oui, par rapport et puis ça va permettre aussi quelque part à ceux qui sont plutôt de gauche plutôt de gauche de réaffirmer un petit peu les valeurs qui se sont un petit peu perdus notamment sur ce quinquennat. Marc, là-dessus sur les députés, les gens de gauche, les députés maires qui sont plutôt opposés à cette mesure et même à droite aussi d'ailleurs. Après, comme tu le disais, on ne sait pas ce que ça peut donner au moment d'un éventuel vote, parce qu'il peut y avoir une discipline de parti qui fait que malgré tout, les gens de gauche vont pas forcément vouloir que le gouvernement soit renversé. Ceux du PS en tout cas, parce que je pense que pour un élu du Front de gauche ou des Verts, il y aurait moins de problèmes à voter contre. Tout à fait, mais là on était plus pour le PS qui est quand même le parti soutien du président et du gouvernement. Et majoritaire en nombre de députés à gauche. Oui, c'est à peu près le seul endroit où ils sont encore majoritaires. Donc effectivement, peut-être difficile de faire des pronostics sur ce que ça donnerait. Politiquement, moi je suis pas un expert ou un stratège, mais on se demande vraiment où ils veulent aller. C'est comme le disait Ernestine, est-ce que là on traite des vrais problèmes? Alors oui, il y a eu des attentats, oui, il faut faire des choses suite aux attentats. Alors quand on nous dit on va recruter 5000 policiers supplémentaires, ça c'est du concret. On va revoir un peu les méthodes de renseignement, des choses comme ça. Ça c'est du concret et ça peut peut-être apporter quelque chose. Batailler des heures et des heures, quitte à faire des fragilités au sein du gouvernement, parce que Christiane Taubira, elle est disciplinée, mais on sait qu'elle peut avoir une parole un peu libre. Elle s'est exprimée contre d'ailleurs. Elle a été recadrée quand même par Manuel Valls. Oui, mais elle a quand même dit dans les médias qu'elle était contre cette loi. Alors qu'en tant que ministre, normalement, tu dois pas le dire. Oui, mais elle peut se permettre de le dire parce qu'elle a une certaine aura. Mais ça peut avoir des limites, ça aussi. Exact. Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la stratégie. Moi, je vais donner une hypothèse qui est pas forcément bonne, mais c'est la mienne, c'est que je pense que Hollande, en faisant cette loi-là, il dit que c'est une de ses seules chances dans ses peu de chances de réélection, on va dire, actuellement en tout cas. Il se dit qu'en faisant cette mesure assez autoritaire, il a peut-être des chances de récupérer un électorat centre-droit qui pourrait lui bénéficier en présidentielle s'il était contre Sarkozy ou Marine Le Pen. Et je pense qu'il essaye de ratisser plus large. Et en faisant cette mesure, il pourrait séduire des gens au centre qui peut-être trouvent que c'est une bonne mesure et qui se diraient on va voter pour. C'est une hypothèse que je fais. Ton hypothèse est intéressante, qui me semble un peu moins pour améliorer l'état du pays, c'est de se dire que quelle est la préoccupation d'Hollande aujourd'hui, c'est sa future réélection en 2017. Moi je pense que oui, malheureusement. C'est ça. Non, mais je lis un certain nombre de journaux, donc oui, sans doute c'est ça, mais ça, on va en reparler après. Il y a eu un peu un choc traumatique des résultats des régionales. Où on nous dit le soir du premier tour, le soir du deuxième tour, oui, on vous a écouté, on vous a entendu, on va faire de la politique différemment. Et là, on se rend compte de quoi? Avec qu'est-ce que je mets en place comme stratégie pour essayer de pouvoir être élu une deuxième fois? C'est la vie des gens, quoi. Et j'ai l'impression que plus on va en mettre des couches supplémentaires, plus même parmi les gens qui finalement continuer à rester fidèle, à avoir des idéaux, à se dire oui, c'est pas grave, ils sont pas tous pourris, ça va devenir de plus en plus compliqué de pas rentrer dans une sorte de poujadisme ou de lepénisme mou, là, ce qui est quand même pas vraiment une bonne chose, me semble-t-il. Sa stratégie est risquée, parce que quand tu vas ratisser au centre, tu perds des voix de l'autre côté. Et donc du coup, t'as jamais vraiment un socle majoritaire. Oui, sans doute, t'es plus expert que moi. En l'occurrence, je me dis juste qu'en termes de calendrier, en 2016, il faudrait pas penser à 2017, mais on va pas les refaire. Allez, dernière question très rapide. Certains ont proposé à la place de la déchéance de nationalité une mesure d'indignité nationale, qui dirait qu'en fait un terroriste, on pourrait par exemple, ou quelqu'un qui
va sur des sites djihadistes ou des choses comme ça, lui supprimer ses droits électoraux ou des choses comme ça à court terme. Mais je sais pas si c'est très efficace. Parce qu'ils votent ces gens-là. Peut-être Voilà, pas, mais en tout cas faire des trucs symboliques, c'est-à-dire qu'ils perdraient pas leur nationalité, mais ils seraient on leur supprimerait certains droits qu'à un citoyen français. Mais je ne sais pas si c'est très efficace non plus. Je Pareil, pense que même l'efficacité problème. égale à 0, le symbole c'est ça. pourquoi pas, mais faisons ça en plus, mais traitons les vrais problèmes. Exactement. Voilà. Allez, on va passer maintenant au second sujet d'actualité du jour. C'est au suite des récentes élections régionales en France, dont on vous avait déjà parlé dans la précédente émission. On vous rappelle les principaux résultats. Au premier tour, donc, il y a eu une forte progression du Front National à l'issue du vote du 13 décembre et des élections de début janvier des présidents de conseils régionaux. Donc il y a 5 régions qui sont restées à gauche: la Bretagne, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, Aquitaine-Limousin et Languedoc-Roussillon. Et et Midi-Pyrénées. Et à droite, il y a 7 régions que la droite a gagné: Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, Île-de-France, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA. Et aucune aux mains du Front National. Et il faut aussi rappeler qu'en Corse, les nationalistes sont au pouvoir. Alors, déjà, quel bilan on peut tirer de la stratégie de l'entre-deux tours, et notamment la décision du Premier ministre du Parti Socialiste du retrait de ces listes dans les 3 régions où ils étaient arrivés en 3e position et où le FN était en tête? Alors, par rapport, je vais parler plutôt de la PACA et une autre région, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, où effectivement les candidats socialistes se sont retirés. Finalement, ça a été plutôt une bonne stratégie parce que certes, ça a permis, du coup, aux candidats de droite de remporter leur région. Bon, après, c'est vrai, il y aura quand même des élus du Front National, donc finalement, ça a été un dilemme parce que là, ces 2 régions-là sont clairement à droite. Du coup, on n'aura pas de représentants de gauche pendant 6 ans. C'est vrai que c'est ça malheureusement la conséquence, la difficulté, en tout cas pour par rapport à cette stratégie entre 2 tours. Exact. Alors après, il y a un autre quand même contexte. Je pense à la région Alca où Jean-Pierre Masseret a souhaité se maintenir. Ça n'a pas empêché effectivement la victoire de la droite, mais au moins ils ont des représentants. Donc finalement, lui-même est gagnant, même si maintenant, c'est vrai, comme il n'a pas suivi les consignes du parti, il a perdu son investiture. C'est vrai qu'il y avait 2 sons de cloche. Il y a ceux qui trouvaient que le fait de retirer ces listes c'était dangereux parce que la gauche, comme tu dis, serait éliminée pendant 6 ans d'opposition dans la région. Et puis t'en as d'autres qui disent que finalement c'est bien parce que ça a montré que le Parti Socialiste et le gouvernement défendaient entre guillemets les valeurs de la démocratie et de la République. On a entendu ce son de cloche là. Marc, là-dessus sur cette stratégie de retirer ces listes, est-ce que c'était bien, pas bien, ton avis? Alors je saurais pas vraiment donner un avis, mais pardon. En revanche, on voit que le résultat, c'est, malgré les résultats du premier tour, 0 région aux mains du Front National. Donc là-dessus, oui, ils ont réussi là-dessus. Donc là-dessus, c'est gagné. Après, on ne saura jamais parce qu'on pourra pas refaire l'histoire, comme le disait Ernestine. Si c'était pas retiré, peut-être qu'il y aurait aussi 0. On a un seul exemple, c'est en Alsace, voilà, où le candidat PS était maintenu. Il a d'ailleurs fait quasiment le même score, je crois, qu'au premier tour. Rien ne dit que s'il s'était maintenu en Nord-Pas-de-Calais et en PACA, il n'y aurait pas eu quelqu'un du Front National élu. Donc, de toute façon, on refait pas l'histoire. Les élections, c'est un dimanche, et à la fin, le dimanche à 20h, c'est terminé. Donc, c'est ça. Donc là-dessus, oui. Alors après, on peut se poser des questions sur qu'on soit bien clair, je pense que les auditeurs l'auront compris, le Front National n'est pas franchement ma tasse de thé. Mais est-ce que la solution, vu les pourcentages qu'ils font au premier tour, le fait de ne diriger aucune région, est-ce que c'est la meilleure solution? C'est-à-dire, pour le dire autrement, est-ce que c'est la politique fiction. S'ils avaient dirigé une région, dans quelques années, on les aurait vus à l'œuvre, on aurait vu leurs résultats, comme on a pu le voir il y a quelques années après, dans certaines villes qu'ils avaient eues, comme Orange ou quelques villes du Sud-Est, ce qui permet ensuite d'avoir du concret et de voir réellement, notamment en matière économique, leur pitoyable gestion. Donc,
là, finalement, on peut se dire que la stratégie, elle est bien parce que on n'est pas tous, puisque vu le pourcentage, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé qu'il y ait des élus du Front National à la tête des régions, mais malgré ce sentiment de victoire, de côté démocratique, de se dire aucune région n'est aux mains du Front National, est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter? Est-ce que les électeurs du Front National n'ont pas le sentiment, une fois de plus, d'être exclus, considérés comme moins que rien? Et est-ce que ça va pas faire, alors ça fait plusieurs fois que ça le fait, mais à chaque fois ça augmente, en sorte que la prochaine fois, donc 2017, c'est les prochaines élections, Marine Le Pen soit au deuxième tour, vu la situation on pense qu'elle va y être, et une fois de plus, est-ce qu'il y aura à nouveau un front républicain? Parce qu'elle sera, a priori, si elle est au deuxième tour, elle sera soit contre quelqu'un de gauche, soit contre quelqu'un des Républicains. Est-ce que ça passera? Donc là, je m'interroge. Alors c'est totalement fictionnel, ce que je dis, mais j'ai l'impression, vu comment on peut regarder les sondages, l'évolution de l'implantation du Front National, tout ça, de me dire que c'est pas aussi simple que ça et qu'il faudrait peut-être qu'une fois ils essayent pour peut-être réussir à convaincre certains que c'est pas la solution en fait. Ok. Là-dessus, il faut dire que dans le passé, historiquement, il y a déjà eu des gens qui ont dit ça et on a vu ce que ça a donné malheureusement. Après, c'est pas les mêmes contextes, certes. Quand on a laissé Hitler aller au pouvoir, ensuite il a gardé très longtemps. Mais après, ce que tu dis est intéressant. Après, juste un élément sur ces élections, c'est les villes où le Front National gère ces villes-là. Il a même augmenté son score pour l'instant. Donc est-ce que ça marche vraiment ce truc? Pour l'instant, les gens sont plutôt contents dans les villes où le Front National est arrivé, qui gère ses mairies. Leur score est soit le même, soit plus élevé. Ce qui est intéressant, mais on en reparlera peut-être dans d'autres émissions, c'est l'évolution sur toute la France du Front National au premier tour. C'est-à-dire que même dans les régions où ils n'ont pas pu aller au deuxième tour, ils sont en augmentation, même dans les régions où généralement ils étaient très en retrait, sur la façade atlantique, en Île-de-France dans les années récentes. On voit qu'il y a quand même une progression. Donc c'est pas un phénomène, c'est quand même un phénomène national. C'est pas un phénomène en Nord-Pas-de-Calais, sur un bassin de pauvreté, on va dire, en sud-est, un bassin d'immigration assez fort. C'est très caricatural ce que je dis, mais ça peut être des explications un peu sociologiques. On voit que c'est plus profond que ça, l'enracinement. Tout à fait. Donc c'est inquiétant. De façon moins élevée, parce que dans ces régions où ils progressent, ils peuvent pas gagner. Ces régions, comme c'était le cas en PACA, mais c'est vrai que ça progresse partout, même en Île-de-France, où souvent le FN était très bas. Et Ernestine, là-dessus? Ouais, non, c'est ça. Je prends sur l'Île-de-France, c'est vrai qu'ils ont bien progressé par rapport à la dernière fois. Ils ont même des élus, puisque voilà, faut savoir que 6 ans avant, il y en avait pas, donc ils ont même des élus. Donc du coup, faudra composer avec. Maintenant, je pense pendant quelques années. Après, il y a d'autres effectivement d'autres endroits à laquelle il faut ça se battre. C'est sur la bataille des idées, exact. Ce qui va avec. Allez. Là, si je peux me permettre, oui. Vas-y. Parce qu'ensuite on va passer aux autres. Le deuxième enseignement, c'est quel enseignement du scrutin pour la gauche, qui limite plutôt la casse ou pas? Est-ce que c'est un échec, une victoire? Le gouvernement l'a plutôt mis comme une bonne résistance de la gauche dans ces élections, qui garde 5 régions, dont en plus si on enlève les 2 régions où ils sont plus là, ça fait égalité avec la droite. Et en enlevant les 2 régions où la gauche n'était plus là, donc pour eux pour le gouvernement en tout cas, il l'a axé comme plutôt une victoire où il se dit que les républicains n'ont pas vraiment surfé là-dessus. Alors sans doute, on va revenir aux républicains. Juste, il me semble que c'est au soir du premier tour où Stéphane Le Foll a quand même fait une déclaration pas la plus heureuse possible, en disant qu'en gros c'est les forces de gauche qui étaient majoritaires en France. Bon, c'était un peu limite. Si tu calcules le nombre de voix totales de la gauche, mais là, on est typiquement dans la mauvaise foi politicienne. Exactement. Me semble-t-il. Effectivement, c'est de la mauvaise foi, mais d'un côté vrai, puisque si tu additionnais le nombre de voix, le bloc gauche, donc avec bien sûr les communistes, les Verts, le Parti socialiste, était majoritaire. Donc on pourrait dire qu'il y avait un naufrage attendu ou programmé qui n'a pas totalement eu lieu. Donc ça, c'est moins pire que ce qui pouvait être redouté. Quant à dire que c'est une victoire, je pense pas, mais on va voir que côté républicain, c'est pas non plus une victoire. Ernestine. Il me semble qu'au PS, effectivement, ils ont pas déclaré tel que c'est une victoire. C'est surtout le gouvernement. Non, franchement, ça le faisait pas. On a juste, eux ont sauvé les meubles, et puis même, on est passé à côté de rien du tout pour, notamment, je pense à la région de France, où on la perd de peu, quoi. Et je parle même pas des scores en Essonne, mon département, où ça s'est joué à 31 voix. Exactement.
Pour la droite, est-ce que c'est donc c'est certes une victoire parce ils sont premiers avec 7 régions, mais c'était pas le raz-de-marée annoncé, la vague bleue comme on avait dit, où ils auraient pu prendre toutes les régions comme le PS l'avait fait aux dernières élections, où c'était la vague rose. Là, c'est pas une vague bleue, c'est une victoire avec 2 régions gagnées d'office entre guillemets puisque le PS était plus là. Et Nicolas Sarkozy, est-ce que pour lui c'est plutôt un échec? Je parle de sa personne, pas forcément des Républicains, parce qu'en soi ils sont quand même premiers. Mais pour le personnage Sarkozy qui avait tout misé sur cette élection, enfin pas tout misé, mais qui avait dit que voilà, ce serait un raz-de-marée, c'est peut-être lui, il est peut-être un peu en difficulté à l'intérieur de son parti. Ouais, moi je le pense aussi effectivement que Nicolas Sarkozy soit en difficulté du fait que ils ont pas fait les scores qu'ils espéraient. D'ailleurs, quelques jours après, il y a eu de nouveau des temps, enfin, je dirais pas des tensions, mais des divergences assez fortes, notamment avec NKM, enfin Nathalie Kosciusko-Morizet, par rapport à ça. Donc pour dire, il est peut-être président des Républicains, mais son poste, lui, en termes de réputation entre guillemets, elle est pas comme je pense il l'espérait. Et du coup, il peut être inquiet pour la primaire parce qu'il y a quand même des candidats qui sont prêts à devenir candidats pour les élections présidentielles. Marc, côté républicain, le sentiment qu'il y a une victoire de Laurent Wauquiez et dont puisqu'il est président en Auvergne, me semble-t-il. Oui. Et donc Rhône-Alpes, oui, mais ça doit être c'est Rhône-Alpes Auvergne, c'est ça. Et donc ces idées qui sont pas vraiment totalement du même, tout en étant du même bord, qui sont pas les mêmes que celles de Nathalie Kosciusko-Morizet, ont des conséquences au sein des instances dirigeantes des Républicains. Là-dessus, c'est plutôt une victoire de Sarkozy idéologiquement. Voilà. Sur la victoire Après, on sait aussi que en Île-de-France, me semble-t-il, Valérie Pécresse, elle est dans l'entre-deux tours était moyennement chaude pour avoir le soutien très affiché de Nicolas Sarkozy. Donc, comme tu le dis, c'est pas évident. Derrière, il y a eu des instances où on voit revenir Juppé, Raffarin. C'est pas gagné pour les primaires de l'UMP. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. De l'UMP, des Républicains, pour savoir si c'est Sarkozy qui à nouveau affrontera Hollande en 2010. L'analyse est assez difficile de cette victoire, qui a gagné entre guillemets pour ces élections à l'intérieur du parti, parce qu'il y a des candidats qui sont plutôt proches de Fillon ou de Juppé, par exemple comme Valérie Pécresse en Île-de-France, qui était une soutien de Fillon pendant la primaire. Donc là on peut dire que c'est plutôt cette ligne-là qui a gagné en Île-de-France. De l'autre côté il y a quand même Wauquiez ou Christian Estrosi qui l'emporte, plus de la droite dure. Voilà, même si Christian Estrosi s'est un peu démarqué de Nicolas Sarkozy. Il a fait un peu comme Xavier Bertrand. Il est quand même élu dans une région où l'EPS n'est pas maintenu au deuxième tour, donc il faut faire attention. Xavier Bertrand, lui, idéologiquement, a toujours été plus du côté, on va dire, Juppé, ou plutôt sur cette partie-là. Xavier Bertrand m'a donné l'impression d'être celui qui, en tous les cas dans son discours, mesurait peut-être plus que d'autres les conséquences de cette élection et se disait ok, j'arrête le cumul des mandats. Alors c'est des mots, je sais pas s'il va les mettre en œuvre, mais j'ai eu l'impression qu'il prenait sans doute plus que Sarkozy ou d'autres conscience que vraiment là on a fait frôler un peu un choc électoral et qu'il fallait peut-être faire de la politique différemment, se dire que oui, il fallait du renouvellement de la classe politique, il fallait pas être au four au moulin, c'est-à-dire à la fois à la mairie, au Sénat et à la région, toutes ces choses-là. Même si on en avait parlé, il y a un contre-exemple à gauche avec Le Drian. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou pas? Oui, effectivement, il faut vraiment que tous ces hommes et femmes politiques se posent la question du renouvellement et vraiment de passer des paroles aux actes, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs cas encore, notamment pour ça, et puis voilà, juste essayer d'être le plus réaliste possible. Je sais que ça pour certains ça peut être évident, pour d'autres du coup ça va être c'est une découverte de ce fait d'être conseiller régional. On verra ce que ça va donner au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps par rapport aux régions, et aussi les enjeux de métropole, je pense notamment à l'Île-de-France avec le conseil du territoire. Sur le renouvellement, il y a eu un petit progrès quand même sur certains élus, notamment des présidents de région nouveaux, comme Carole Delga par exemple, je pense à elle, ou même Valérie Pécresse, qui est une nouvelle par rapport à avant.
Il y a plusieurs exemples comme ça de personnes nouvelles. Après, il y en a qui ont été bien sûr réélus à leur poste, mais Le Drian, c'est vrai que c'est l'exemple inverse, par exemple. Mais il y a un petit renouvellement quand même qui s'est escompté, même dans les élus, d'ailleurs, dans les conseils régionaux. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est pas encore assez, c'est sûr. Et sur le cumul des mandats, on va voir ce que vont faire les présidents de région, comme tu l'as dit. Certains ont dit qu'ils allaient le faire, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Valérie Pécresse a dit qu'elle attendait le résultat officiel des élections au cas où il fallait pour enlever son poste. On verra si elle le fera. C'est vrai, parce que effectivement, il y a un recours qui a été posé par un député. Allez, dernière analyse là-dessus, c'est sur le Front National qui certes ne prend pas de région comme on l'a dit, mais ne cesse de progresser. Dans toutes les régions, ils auront des élus d'opposition. Il n'y en a pas une seule où ils n'auront pas au moins un élu. Donc ça montre quand même une progression et un enracinement, comme tu l'as dit tout à l'heure, du Front National sur l'ensemble du territoire national. À des endroits où ils sont très très forts, où ils perdent à 47%, ce qui est énorme, et à d'autres endroits où ils sont certes beaucoup plus bas, mais ils ont quand même des élus d'opposition. Donc quelle analyse vous faites pour le Front National, qui bat son record de voix aussi, donc il y a quand même une progression de ce parti. Oui, effectivement, le FN fait des scores historiques sur différentes villes et même un petit peu partout en France. C'est aussi quelque part je dirais pas jusque là l'apogée, mais vraiment la progression de leur stratégie politique et un peu cette politique de diabolisation. Donc en essayant d'être un peu soft sur les propos, alors qu'en fait, pour ceux qui sont plus militants et ceux qui nous écoutent et qui comprennent bien, il est clair que leur programme reste le même, mais ils arrivent à tellement dédiaboliser, donc du coup de ce fait en plus de l'aide quelque part des médias, donc forcément ça passe mieux, et donc du coup ils se disent, les gens sont tentés par le FN parce qu'à gauche ça marche pas, à droite ça marche pas. Alors, dédiabolisation peut-être. Alors, le fait qu'il soit aidé par les médias, là, je mettrais peut-être un bémol par rapport à ce que vient de dire Yacine. Et en revanche, il n'y a pas que la dédiabolisation, il y a aussi, j'ai l'impression, que maintenant, il y a presque plus qu'eux qui arrivent à parler et à se faire entendre de certaines catégories de la population. Le Parti Socialiste ne parle pas ou ne parle plus aux ouvriers. Le Front National arrive à capter auprès de certaines populations, souvent pas les plus heureuses ou les plus chanceuses dans la vie. C'est quand même assez incroyable de réussir à faire passer des thématiques autour de la sécurité, de l'immigration dans des régions qui ne sont pas du tout soumises à ces... Ça a toujours été le cas. Non, parce qu'il y a quelques années, quand ils faisaient 5%, on pouvait pas dire qu'ils s'implantaient. Justement, là où ils étaient le plus élevés, à l'époque où c'était très faible, c'était dans les régions où il n'y avait pas d'immigration. Et ça se revoit aujourd'hui, même si c'est un peu moins vrai. Mais ils ont toujours été très forts dans les régions où il n'y avait pas d'immigration. En PACA, il y en a, mais dans des endroits... Oui, mais dans des endroits, par exemple à Marseille, ils n'étaient pas très forts, alors qu'il y a énormément d'immigration. Et dans des endroits plus reculés, ils faisaient des bons scores. Aujourd'hui, ça, c'est moins vrai, mais c'est toujours quand même vrai. Mais me semble-t-il, on n'est pas forcément d'accord. Il y a... je fais un constat électoral sur le... Ils arrivent quand même à parler ou à se faire entendre de gens qui ont l'impression qu'il n'y a plus que eux qui potentiellement pourraient les représenter. Mais c'est ça la nouveauté, justement. Et ça, c'est inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que ça veut dire que les autres, les partis plus traditionnels, pas traditionnalistes, traditionnels, PS, PC, Front de gauche, même les centristes à la limite, n'arrivent pas à parler à ces gens-là. Et ça, c'est quand elle va en poupe, c'est toujours comme ça. Même, par exemple, regarde, le FN a aussi des problèmes de corruption ou d'argent, mais ça passe tout seul parce qu'en ce moment, souvent c'est comme ça. Alors que pour les partis de gouvernement, dès qu'il y a une affaire, ça lui fait beaucoup plus de mal. Peut-être. Ernestine, sur... Oui, tu as déjà dit, mais tu vas rajouter des choses sur le Front National? Non, sans plus. Tout a été dit. Ça marche. Ça, on risque malheureusement d'en reparler pour 2017. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Dans 18 mois. D'accord. Dernier sujet d'actualité, les vives tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Cette nouvelle difficulté régionale fait suite à l'exécution par l'Arabie Saoudite de plusieurs dignitaires religieux chiites. Les relations diplomatiques ont été gelées et les liaisons aériennes entre les deux pays suspendues. Ce nouveau brasier, au moment où, suite à l'accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet dernier, l'Iran semblait rejoindre la cour des interlocuteurs acceptables. Dans l'œil du cyclone, ainsi le perçoit l'Arabie Saoudite, cernée par les menaces à ses frontières, que ce soit au Yémen ou en Irak. La montée en puissance de l'Iran lui apparaît comme un danger mortel.
Que faire alors que se dessinent en outre les contours d'un accord sur le nucléaire entre Washington et Téhéran qui mettrait un terme à l'ostracisme frappant la République islamique? Est-ce un sentiment d'encerclement croissant qui explique ces étranges spéculations du nombre de responsables saoudiens? Ils disent qu'à chacune de leurs frontières, l'instabilité s'étend et derrière elle, ils voient la main de l'Iran. L'instabilité de l'Irak d'abord, où les contacts entre Riyad et le gouvernement de Nouri al-Maliki, le premier ministre irakien, sont pratiquement rompus. Au Bahreïn aussi, où la révolte dans la foulée des printemps tunisiens et égyptiens a été assimilée à une tentative de déstabilisation venue de Téhéran, avant d'être matée par les troupes saoudiennes en 2011. Au Yémen, enfin, où une fronde régionale dite houtiste du nom de son fondateur Hussein Badreddin al-Houthi, aux causes avant tout internes, est attribuée à de sombres manœuvres des gardiens de la révolution iranienne. Jusqu'où ira la tension entre Téhéran et Riyad, selon vous? Et c'est plutôt inquiétant en ce moment. Alors, pour cette tension qui est actuelle, qui est même de plus en plus forte entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, faut savoir que cela dure depuis quelques années et c'est vrai que elle a atteint un nouveau sommet quelque part à cause de ces exécutions et l'incendie aussi notamment de l'ambassade saoudienne en Iran. Donc faut savoir que en fait c'est lié quelque part à la religion parce que justement ces pays-là il y a une, je crois que je sais plus lequel est chiite et l'autre est sunnite, mais c'est vrai on va y revenir après. Voilà, on reviendra après effectivement, mais c'est depuis en fait ce sont deux façons de fonctionner en termes religieuses et que depuis ils se détestent vraiment, tout oppose. Je vais donner des éléments sur la religion avant de donner la parole à Marc. Donc en islam, il y a deux branches, il y a les sunnites et les chiites. Les sunnites, c'est 80% des pratiquants de la religion musulmane, et les chiites, c'est à peu près donc 20%, qui sont surtout sur le territoire iranien, un peu en Irak aussi, et des minorités dans les autres pays. Et les sunnites, bien sûr, sont extrêmement majoritaires dans l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient aussi. Il faut savoir donc que tu voulais savoir, c'est les Iraniens sont des chiites et l'Arabie Saoudite est entre guillemets le porte-voix des sunnites, et entre guillemets c'est un peu le pays d'où est originaire le prophète Mahomet, et donc qui se met en tête on va dire de la parole des sunnites. Les sunnites, c'est ceux qui en fait comment dire, c'est ceux qui en fait respectent les versets et se mettent vraiment sur ça, alors que les chiites eux sont plus sur à la base c'était plus sur la succession, il faut que la parole du prophète reste dans la succession par sa famille, alors que pour les sunnites c'est plus la pratique et des versets du Coran. Marc, donc sur le sujet. Non, juste sur la religion, pour bien redire que finalement l'Arabie Saoudite, pour l'islam, c'est le cœur du monde, puisque c'est là qu'il y a la Mecque, c'est vers la Mecque qu'on se tourne pour faire la prière, donc c'est vraiment très important. Alors, le Moyen-Orient, c'est je sais pas si on peut dire le centre du monde, parce que généralement nos planisphères à nous sont centrés sur l'Europe, mais en tous les cas, on a avec l'Iran et avec l'Arabie Saoudite deux puissances régionales d'importance, qui au niveau mondial sont aussi des acteurs clés, et d'autant plus depuis le mois de juillet l'année dernière, quand les négociations internationales sur le nucléaire iranien permettent à l'Iran, grand pays, parce que en termes de taille, même s'il est isolé, c'est quand même, il y a une population très jeune, très importante, et il y a des richesses. 80 millions d'habitants à peu près. 100 millions, j'aurais dit. Non, l'Iran 80. Pas autant, mais c'est déjà pas mal. Mais et puis avec une part de la population qui a moins de 20 ans qui est très importante. Exactement. Alors les deux pays sont différents, je pense, dans leur approche. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite, c'est le pays traditionnaliste par excellence. Ouais. La tradition, c'est justement les sunnites. Ils s'appuient sur la tradition. L'Iran, c'est un pays, toute une histoire que tu connais mieux que nous, qui est très fermé, mais malgré tout, il se passe à Téhéran et dans les grandes villes des choses d'une modernité qu'on n'imagine pas et qu'on verrait très peu en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il faut se rappeler que les femmes, c'est très récemment qu'elles ont le droit de conduire et de voter. Alors que l'Iran
malgré la révolution, malgré toutes ces choses-là, le côté très traditionnaliste, on sait très bien qu'il se passe à Téhéran des fêtes, Oui. j'oserais presque dire des orgies parmi la jeunesse, qui a sans doute à Riyad et à Jeddah aussi, mais de manière tellement beaucoup plus cachée, beaucoup plus taboue. Je pense que l'Iran, c'est plus, je vais pas dire ouvert vers l'Occident, parce que c'est sans doute pas ça, mais est plus ouvert à une certaine modernité, et j'ai l'impression que l'Arabie Saoudite est beaucoup plus refermée sur elle-même. Alors, c'est ça aussi historiquement aussi. Tout à fait. C'est aussi deux pays très compliqués, parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même la base du financement d'Al-Qaïda. On se rappelle que Oussama Ben Laden, il a des origines en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est du pétrole. Donc, au niveau géopolitique, c'est hyper important. Alors même si aujourd'hui le prix du baril il est au plus bas, je crois que 31 ou 32 dollars. Alors ce qui est paradoxal, on sort de la COP21 où on dit qu'il faut arrêter avec les énergies fossiles, et si le prix est aussi bas, évidemment on va pas arrêter, mais fin de la parenthèse. Donc entre ces deux pays là, si ça clash, là ils ont rompu leurs relations diplomatiques, mais si ça va plus loin, ça peut à nouveau être dramatique, me semble-t-il. L'Iran historiquement a été traversé par plein de mouvements. Tu as eu d'abord les Parthes à l'Empire romain, les Sassanides, les Perses bien sûr. Après il y a eu les invasions mongoles qui ont investi l'Iran. Ils ont été sunnites pendant très longtemps. Ils sont devenus chiites à partir du 18-19e siècle avec le Shah, puis ensuite la révolution islamique. Donc c'est un pays qui a un peu traversé toutes ces cultures. Puis c'est un pays où la culture à l'intérieur, enfin le tourisme commence à s'ouvrir un peu, alors qu'en Arabie Saoudite pas du tout. Exact. C'est juste pas possible d'aller en Arabie Saoudite, sauf pour aller. Mais ça c'est récent en Iran, l'ouverture. Ouais, ça fait une quinzaine d'années malgré tout. Oui, mais sur petite dose, mais sur des sites. Mais en tous les cas en Iran, il y a des, oui, parce que les gens voulaient pas y aller, les Américains, il y avait l'embargo, il y avait tout ça. Mais en tous les cas, il y a des choses à aller y voir. Alors bien que sûr. En Arabie Saoudite, apparemment, il y en a beaucoup moins. Et voilà. Juste rappeler que sur les fronts syriens et libanais aussi, à part tous les pays que j'ai dit, il y a aussi cet axe entre les deux pays. Téhéran qui dirige plutôt le premier front syrien qui le relie à la Syrie et au Hezbollah libanais aussi, et Riyad l'autre plus libanais avec les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn ainsi que le mouvement du 14 mars de l'ancien Premier ministre libanais, Hariri. Et ce qui est toujours impressionnant, notamment, t'évoques le Liban et la Syrie, c'est que tous les événements qu'il y a depuis 30 ans là-bas, ils sont tous télécommandés indirectement depuis Téhéran ou depuis Riyad. Mais si ça s'embrase, parce que beaucoup, comme on l'a dit, craignent tout simplement que ça rarive les craintes d'un conflit majeur entre chiites et sunnites, et si ça s'embrase, ça peut faire quelque chose de grave parce que les tensions sont très fortes. Ouais, c'est ça, et puis voir un petit peu l'évolution géopolitique, savoir comment vont réagir à ce moment-là les Occidentaux, parce que c'est vrai on les a pas beaucoup entendus, enfin si rapidement pour demander juste un appel au calme, c'est vrai, c'est ce qui je pense c'est quand même la meilleure solution, mais effectivement lorsque ça va aller plus loin, comment ça se passe finalement pour les Occidentaux, comment sur le conflit en Syrie aussi en ce moment, c'est très présent entre l'État islamique, enfin Daesh qui est plutôt sunnite, Bachar el-Assad qui on sait, l'Iran le soutenait plutôt au départ avec la Russie, parce que lui il est plutôt minoritaire dans son propre pays d'ailleurs au niveau religieux. Donc c'est aussi ce conflit-là qui est très présent dans la situation internationale pour les Occidentaux, entre les rebelles Daesh et le gouvernement de Bachar el-Assad. On retrouve vraiment tous ces éléments. Et tu l'as parlé pour le prix du pétrole aussi. Ça inquiète toujours les Occidentaux. Oui, parce que c'est vrai que la plupart des pays au Moyen-Orient sont construits, leur économie est construite sur le pétrole. C'est ça. Le jour où il y aura plus de pétrole, effectivement, c'est la faillite. Marc, tu voulais dire quelque chose? Non, juste par rapport à ce que disait Ernestine, effectivement, à part Dubaï qui essaye de se tourner vers le tourisme, le Qatar qui a aussi du gaz, mais c'est vrai que toute l'économie repose sur les énergies fossiles là-bas. Le Qatar commence à s'en apercevoir parce que maintenant ils font d'autres achats où ils achètent des hôtels ou des clubs de foot ou d'autres choses pour s'exercer par exemple, oui, mais pas que. Il y a d'autres pays aussi qui achètent des clubs.
Mais oui, en effet, c'est ils achètent des hôtels, des choses pour essayer de se diversifier. Ouais, puis ils travaillent beaucoup dans l'aérien aussi. Enfin, les grosses compagnies. Exact. Emirates, c'est une des plus grosses compagnies mondiales maintenant, avec des hubs fabuleux, une centaine d'Airbus 380. Enfin, pour la France, c'est pas rien. Les Émirats. Alors là, on diverge un peu, mais les Émirats Arabes Unis, la compagnie Emirates Airlines, à elle seule, elle représente plus de 50% du carnet de commandes des Airbus 380 d'Airbus. C'est juste cette année que Airbus commence à faire un petit peu d'argent sur cet avion, et voilà, c'est des puissances. Alors après, tout est sponsorisé, c'est pas le mot, mais financé par l'émir, donc après on peut se dire ça fait pas forcément l'affaire des compagnies occidentales, mais en tous les cas, l'économie, tout est imbriqué maintenant. On n'a plus des économies un peu toutes seules dans leur coin, donc c'est pour ça que on en revient à notre sujet Iran, Arabie Saoudite. Ça pourrait paraître surtout par rapport au sujet franco-français qu'on a abordé avant, de dire de toute façon qu'est-ce que ça nous intéresse. Bah si, parce que c'est pas forcément totalement déconnecté du terrorisme dont on parlait, et puis l'économie non plus, donc c'est un beau sujet que tu nous as proposé là. Exactement. Et justement, c'est la fin de notre première partie sur l'actualité importante du moment, mais l'équipe de l'info revient tout de suite pour la suite. La seconde partie de l'équipe de l'info, le débat de la 7ème chaîne. De retour pour la seconde partie de notre émission avec Ernestine et Marc. Aujourd'hui, nouvelle année oblige, l'équipe de l'info vous propose un coup de projecteur sur ce qui nous attend en 2016. Politique, société, internationale, sport, culture, qu'est-ce que l'actualité va nous réserver? On l'espère bien sûr, plus de bonnes nouvelles qu'en 2015. On va voir ce qu'en pense l'équipe, ce qu'ils ont repéré sur leur tablette et agenda. On commence par toi Ernestine, quels sont les événements de 2016 en France et dans le monde que tu mettrais en avant? Alors, il y a des événements que je vais mettre du coup en exergue pour cette année, des événements sportifs, un qui a lieu dans nos terres et un qui a lieu à Rio. Bon, je pense que là tout le monde commence sérieusement à y penser. Je pense notamment à l'Euro 2016 faut savoir que ça va être plus de 6500 volontaires qui vont être mobilisés sur toute la France, qu'il y a une grosse campagne justement de recrutement. D'ailleurs, ils ont reçu plus de 23 000 candidatures, ce qui est quand même vraiment énorme. Donc cette compétition, ça va durer un mois, du 10 juin au 10 juillet, et le tirage au sort a été fait. Donc tout ça, je pense que vous pourrez retrouver sur le site de l'UEFA. Donc un tirage au sort qui a eu lieu le 12 décembre dernier. Donc ça va être plein. Donc je crois que c'est 64 matchs du coup sur partout en France, plein de stades qui vont être mobilisés. Dont deux sur la région parisienne, le parc des Princes et le Stade de France, notamment pour le match d'ouverture et la finale. Et d'autres matchs aussi, je crois qu'il y en a. C'est là où il y a le plus d'ailleurs, il y aura le plus de matchs. Puis il y a des nouveaux stades là, comme le stade de Lyon, qui est le nouveau stade qui s'appelle plus Stade des Lumières, mais parc Olympique Lyonnais ou quelque chose comme ça. Oui, le nom est pas encore définitif, d'ailleurs pronostiqué, parce qu'il y a des noms qui sortent un peu. Bon, voilà, il y a des noms plutôt de noms de marques un peu farfelus qui sont sortis, donc voilà, pronostiqué là-dessus. Donc il y a des nouveaux stades qui ont été construits pour justement pour cette occasion. Donc ce qui est une bonne nouvelle, parce que quelque part voilà, ça permet aussi de renouveler un petit peu là-dessus. Ça permet de renouveler, d'avoir un peu plus d'emplois, etc. Et des stades modernes aussi. Voilà. Et puis il faut pas oublier les principaux partenaires qui vont se mobiliser justement pour permettre aux supporters de se rendre sur les stades, en plus des volontaires. Donc tout avec ça, les fan zones aussi. Voilà. Et les fan zones. Alors les fan zones, c'est un peu particulier, parce que c'est vrai qu'après les attentats, ils ont revu un petit peu. Ils ont revu en termes de sécurité, donc tous celles et ceux qui voudront accéder aux fan zones devront acheter un ticket. Bon, c'est pas complètement pour le nouvel an où c'est payant, ça sera gratuit. Et quand la capacité maximale sera atteinte, on pourrait plus rentrer. Donc il y aura des fan zones pareil partout en France. Donc faudra avoir ce ticket et du coup se mettre à ce qui est demandé en termes de sécurité. Voilà, c'est assez quand même c'est important par rapport à ce qui s'est passé. Mais le but après, le reste, c'est avant tout ça reste la fête du foot. Ça reste un moment, ça va être un moment je pense un grand moment pour la France, notamment pour notre pays.
Donc ça, c'est le premier événement au niveau France, National. au niveau national. Au niveau international, évidemment, voilà, les Jeux Olympiques de Rio, après Londres, De Rio, évidemment. C'est Rio, à Rio de Janeiro. Donc au niveau des constructions, il y a du retard. Voilà, c'est ce qui est ressorti. Donc il y a du retard, ce qui peut être inquiétant, c'est vrai, par rapport voilà au début des Jeux Olympiques. Hein, faut quand même rappeler que il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les Jeux Olympiques, c'est du 5 au 21 août, et les Paralympiques, je crois que c'est 2 ou 3 semaines plus tard que ça commence. Donc durant le mois de septembre. Et donc là, en ce moment, il y a des tournois de qualification olympique qui commencent à s'organiser, notamment sur les sports collectifs. Le volley. Voilà, le volley. Il y a les quotas à avoir, par exemple, sur des sports individuels. Donc voilà, pour l'équipe de France olympique, on a quand même déjà des équipes qualifiées pour les Jeux, notamment l'équipe de France de handball masculin. Il y a le rugby à 7 masculin et féminin. Et justement, pour même continuer dans mes propos, il va y avoir quand même des sports qui vont faire leur apparition cette année sur ces Jeux Olympiques. Le rugby à 7 notamment, et le golf. Donc voilà, en termes d'en fait un petit peu sportif. Le CNOSF va encore se mobiliser. Normalement, il y aura un club France de prévu sur des écuries, je crois, au niveau de Rio. Et puis j'espère qu'on aura des tarifs assez intéressants pour les supporters qui voudront se rendre sur place, parce que justement là c'est pas à Londres, c'est pas à 3 heures de chez nous ou à 6 heures. Là c'est quand même faut compter presque une journée pratiquement de voyage pour y aller. Donc voilà, donc en termes de tarifs, beaucoup d'heures d'avion. Beaucoup d'heures d'avion en tout cas, mais quand ça se commence à se mobiliser, et puis il faut pas hésiter à voir avec les différents clubs de supporters, notamment pour avoir des tarifs assez intéressants. Les JO, le plus grand événement de l'année planétaire, car c'est un événement qui draine des millions et des millions de téléspectateurs et qui a une portée mondiale. Quand on est champion olympique, c'est le titre suprême, on va dire, pour un sportif. Voilà, c'est ça, hein, ces jeux seront diffusés de toute façon sur le service public, et aussi avec je crois Canal+ qui a eu les droits aussi, et Bein Sport aussi. Et Bein Sport, donc non, c'est l'événement, c'est clair voilà, que tout le monde attend tous les 4 ans. Et c'est ça. Voilà, et donc ça me fait aussi dernièrement penser à Paris, aux Jeux Olympiques de Paris, qui j'espère qu'ils seront sur Paris en 2024. D'ailleurs, cette année, on aura la réponse, je crois, ou c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine, mais voilà, là, ça y est, aujourd'hui, on connaît les 4 villes qui vont donc s'affronter pour obtenir ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc voilà, maintenant, c'est toute une compétition entre ces 4-là. Donc la réponse sera en septembre 2017 normalement. C'est ça. Allez, Marc, pour toi, quels sont les événements que tu attends le plus en 2016 ? Alors bien sûr, l'Euro et les Jeux Olympiques, non je rigole. Même si vous allez voir, je vais vous parler sport tout à l'heure dans la chronique littéraire, histoire de récapter un peu. Alors, en 2016, est-ce que j'attends ? Mais il y a quand même un événement à la marge du sport, de la société, c'est l'élection du président de la FIFA. Puisque Platini a jeté l'éponge récemment. Voilà, donc ça pourrait être intéressant, et puis de voir un peu ce mythe d'il y a une trentaine d'années, finalement Platini, voir comment est-ce qu'il va poursuivre. Donc 2016, je vais pas trop parler de sport parce que face à vous, je n'ai aucune compétence. De quoi vous parler ? Alors, pas trop politique parce que Gabriel va sans doute garder la main. Juste à la marge, un certain nombre d'élections assez importantes en Afrique, dans plusieurs pays, voilà, peut-être que c'est un pas supplémentaire vers des processus démocratiques, d'élections libres, que ces pays-là prennent de plus en plus de distance avec leurs anciennes patries coloniales, qui pouvaient être la France, l'Angleterre, tout ça. Donc un certain nombre, je fais pas le tour de scrutin, mais on aura régulièrement des élections en terre africaine. Il y en aura aussi dans un grand pays, mais occidental, dont Gabriel va nous parler tout à l'heure. Un autre événement, enfin 2016, c'est un peu l'année quelque part
pour des raisons de commémoration, d'une sorte de résurrection ou de retour sur le devant de l'actualité de François Mitterrand, François Hollande a commémoré il y a 2 jours les 20 ans du décès de François Mitterrand, et c'est l'année du centenaire de sa naissance, donc ça me fait le lien avec la culture, une profusion de publications, de livres plus ou moins intéressants. Ça va des BD aux livres d'historiens, aux dictionnaires amoureux et aux biographies plus ou moins autorisées de gens qui ont plus ou moins connu François Mitterrand. Donc on a l'impression que depuis 20 ans il y a eu des hauts et des bas, donc voilà, ça fait partie des choses qui de manière récurrente, je pense, vont faire l'actualité en 2016. En 2016, d'un point de vue un peu plus culturel, un grand événement, c'est la mise de côté de Julien Lepers. Ah oui. Après des décennies de présentation de questions pour un champion, voilà, il est enfin écarté, et l'arrêt de 30 millions d'amis. Voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote. Peut-être un peu moins anecdotique, j'attends beaucoup le 2e roman d'Édouard Louis, qui avait publié il y a juste 2 ans, En finir avec Eddie Balgueule. Il a sorti il y a quelques jours Histoire de la violence, dont sans doute dans cette émission ou dans une autre j'aurai l'occasion de vous parler, puisque c'était un phénomène éditorial il y a 2 ans avec plus de 300 000 exemplaires vendus, et je pense, pour avoir lu des extraits pour l'instant, que ça sera encore quelque chose d'important. Et voilà, on pourrait dire aussi que 2016, il m'intéresse de savoir d'ici 1 mois et demi que va devenir l'état d'urgence qui avait été mis en place suite aux attentats, que vont être les suites des vagues migratoires qu'on a vues à dose importante arrivant notamment de Syrie, d'Afghanistan en 2015. Donc on peut imaginer qu'il y a des thèmes qui, sans être des marronniers de l'actualité, vont quand même revenir, et puis on espère qu'on n'aura pas trop d'attentats, mais on n'en est pas forcément certain. Voilà ma perspective pour 2016. Et toi, Gabriel ? Pour ma part, en passionné de politique, je parlerai bien évidemment des élections américaines qui auront lieu en novembre 2016. Mais cet événement bercera toute l'année avec les primaires pour désigner le candidat officiel des républicains et des démocrates. Puis la campagne ensuite. On s'ennuie jamais avec les élections américaines sur les petites phrases, les millions d'euros qu'ils mettent dans les spots publicitaires. C'est toujours. Là, on a commencé avec amusant. Du high level avec Donald Trump. Donald Trump, il est déjà au top avant même d'être désigné candidat. Donc. Puis ensuite, bien sûr, la campagne avec les 2 candidats qui seront désignés. Donc pour l'instant, c'est quoi ton pronostic? Donc on va avoir qui? Pour les démocrates, on est quasiment sûr que ça sera Hillary Clinton au vu des sondages, et puis elle est largement devant. Donc je pense, sauf vraiment surprise de dernière minute, je pense que ce sera elle la candidate pour ce parti. Côté républicain, pour l'instant, tout le monde donne Donald Trump devant, mais on faut attendre de voir. Mais c'est tes pronostics que je te demande. Oui, mais moi, je ne suis pas sûr que ça soit lui, en fait. Étant donné le personnage un peu sulfureux, et que si c'est lui le candidat, je pense que Tu lui dis le corps, il est plus qu'un peu sulfureux. Oui, mais Sarah Palin, finalement, paraîtrait... Mais le problème pour eux, c'est que si c'est ce candidat en face d'Hillary Clinton, il a beaucoup de chances de perdre, étant donné que les hispaniques voteront contre lui, étant donné ce qu'il a dit avec ses propos, alors que par exemple un Jeb Bush serait plus enclin à prendre des voix à Hillary Clinton sur les hispaniques. Tu parles des hispaniques, mais il a, me semble-t-il, dit qu'il fallait interdire l'accès aux États-Unis à tous les musulmans, donc ça va... Donald Trump. Oui, mais ça va au-delà des hispaniques. Certes, mais les musulmans aux États-Unis sont quand même nombreux, mais c'est moins qu'en France au niveau population. Eux, c'est surtout la population noire et hispanique qui sont plutôt pro Hillary Clinton dans ce cas-là. Alors qu'avec un Jeb Bush, les noirs, je pense pas, mais sur les hispaniques, il pourrait grappiller des voix, surtout que sa femme, lui, est hispanique d'origine. Donc voilà. Mais après, oui, Donald Trump reste le grand favori, mais dans les primaires, on sait jamais. Il suffit qu'il y ait une dynamique qui perde le premier état, et après, ça peut aller très vite derrière. Comme par exemple, en 2000, à la première élection, il y a pas celle d'avant, mais celle d'avant où Obama n'était pas prévu de gagner face à Hillary Clinton, et finalement dès le premier état est tombé dans une escarcelle, et ensuite ça a donné une dynamique derrière. Donc on sait jamais. Mais chez les démocrates, je suis quasiment sûr que ça sera Hillary Clinton la candidate. Donc ça c'était pour la politique internationale. Je suis sûr que tu vas nous parler de politique française aussi. Et oui, non, juste un truc sur les États-Unis, je l'avais pas fini.
Surtout, ce qui va être aussi intéressant, c'est la nuit électorale là-bas, parce que pour nous, ça se passe la nuit, et tout au long de la nuit, t'as les États qui s'énumèrent avec les grands électeurs à noter sur la feuille, et c'est à la fin, avec la Californie à la fin, que tu sais à peu près qui sera le président américain. Et c'est vrai que la nuit d'élection américaine est toujours passionnante, parce que jusqu'au bout, il y a le suspense, on sait pas vraiment qui va être élu. Donc ça, c'est intéressant. C'est l'avantage du grand pays et de ces nombreux fuseaux horaires qui font que, Exactement. contrairement à la France, on peut pas avoir le résultat à 20h. Ce qui fait que souvent, ce soir-là, je ne dors pas de la nuit, parce qu'on a le résultat vers 6h du matin. Je me rappelle, pour la réélection d'Obama, c'était le cas. J'avais ma petite feuille avec les électeurs à compter, tout ça, c'était drôle. Ouais, bah, Et donc oui, tu m'as parlé ensuite d'une autre élection qui aura lieu en France, bon, beaucoup plus minime, hein, avec une portée beaucoup moins importante, notamment du nombre de gens. C'est les primaires des Républicains qui auront lieu cette année pour les présidentielles de 2017 en France, avec notamment la bataille annoncée entre Sarkozy et Alain Juppé, sauf si un outsider se révèle. Ce qui sera surtout intéressant, ça sera de voir comment va évoluer cela. Sarkozy va-t-il verrouiller au maximum le vote pour avoir une chance d'être désigné, notamment par l'appareil, ou alors on aura une primaire ouverte comme le PS avait fait en 2012 qui laissera plus de chance à Alain Juppé, parce qu'à l'extérieur des simples militants et sympathisants, je pense que Juppé a plus de chances de gagner. Donc on faudra voir ça, et surtout ce qui va être intéressant, c'est Juppé aura-t-il le syndrome du favori comme souvent, notamment on peut penser à Édouard Balladur qui avait été donné vainqueur avant et qui finalement n'a jamais gagné. Il y a eu d'autres cas aussi dans l'histoire en France, du syndrome du favori 2-3 ans avant qui ne gagne jamais l'élection. Donc on va voir si cela va aussi se produire pour cette élection. Mais une élection plutôt intéressante, parce que le concept de primaire a été développé en 2012 par le Parti Socialiste, ça avait plutôt bien marché, les Républicains s'en aperçoivent, ça peut donner une dynamique à leur candidat pour la présidentielle, donc à suivre. En tout cas, ça va être intéressant de voir comment ils vont s'en sortir. Est-ce que ça va être bien géré, il n'y aura pas d'explosion entre guillemets ou de déchirement interne dans ce parti avec ces primaires. Donc voilà. C'est à suivre pour 2016 et ça reste quand même intéressant. C'est la fin de notre deuxième partie sur les perspectives de 2016 et on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de l'émission. Troisième partie de l'équipe de l'info, la tribune de la 7ème chaîne. De retour pour la troisième et dernière partie de notre émission, la tribune. C'est le moment où les chroniqueurs s'expriment. Ernestine, d'abord, quelle est ton humeur du jour ? Alors, un humeur plutôt grave, parce que et ce que j'aime bien aussi, c'est que il y a ces moments de souvenirs, de mémoire, notamment, je pense très très fortement à l'année dernière et à cette période-là où nous avons vécu les attentats de Charlie Hebdo. Donc pour ce triste anniversaire, il faut savoir qu'il y a plein d'hommages qui sont rendus toute cette semaine à travers des dépôts. Enfin, il y a un arbre qui est planté au niveau de la République, il y a des plaques qui sont dévoilées, notamment en rendant hommage à ceux qui sont tombés aux mains des frères Caocci. Et demain dimanche, donc il y aura l'hommage national. Donc tout le monde se souvient, je pense, de la fameuse marche du 11 janvier 2015. Donc là, il y aura un grand rassemblement, toujours au même endroit, place de la République, avec, je crois, un concert de Johnny Hallyday. Oui. Donc après, ça c'est un autre débat. Vraiment, la plus importante, c'est de se rappeler que des dessinateurs, que la liberté d'expression a été touchée l'année dernière, que ça reste encore dans nos cœurs. Donc si vous voulez y aller demain, alors faites attention, parce que la station République, je crois, et il y a plein de stations de métro qui sont fermées, vous pourrez pas sortir. Donc notamment notamment la République et les alentours. Donc allez sur le site de la RATP. Normalement toutes les stations et les lignes de bus qui seront déviées pour cette occasion sont notées. Tu peux rappeler les horaires ? Alors je sais pas si tu sais. Je crois que ça commence même tôt le matin, hein, donc ça commence tôt le matin, ça va finir en termes de fermeture en fin de journée. Et je pense que c'est après l'hommage, je sais plus exactement quand, mais je crois que la station République va être fermée et Jacques Bonsergent entre 7h15 et 12h30. Voilà, ça va être demain matin, il me semble. Donc Ok.
Autre chose Oui, autre chose. Bon, alors c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est j'étais un peu choqué un petit peu par rapport à ça. Alors c'était ce matin, c'est pendant l'émission le téléshopping. Pour cette session-là, elle a été diffusée en direct. Et soudain, en fait, il y a eu un vrai bug. Un court message en fait du Parti des Républicains où on entend Nicolas Sarkozy qui souhaite la bienvenue aux adhérents. C'est sérieux voilà, vraiment sérieux. J'ai une source, on pourrait la faire diffuser, qu'on mettra en ligne. Donc voilà, ce sont quelques personnes qui l'ont repéré. Et donc du coup, choqué parce que bon voilà, ça revient comme ça un peu mieux. On parle de un peu de voilà, on parle de téléachat et puis tout d'un coup on parle il y a un truc complètement qui a rien à voir. Non, en tout cas, j'espère juste que le CSA va quand même se pencher sur ce bug et que là où la coupable soit jartée mais virée, enfin vraiment qu'on leur voit plus chez TF1 parce que ce genre d'erreur c'est sur TF1 c'est drôle pour nous mais c'est inacceptable quoi. Si c'est TF1 c'est logique. Voilà. Déjà la propagande c'est pour ça que quelque part il y a le choc et aussi c'est le ça. fait que ça me fait rire aussi parce que bon c'est TF1. Marc, quelle est ton humeur du jour? Enjoué, heureux, énervé, offusqué, scandalisé, fier, euphorique? Disons heureux, début d'année, reprise de l'émission. Et je vais faire vite. Je vais juste avoir une sorte de coup de cœur qui est pour... tu parlais des élections américaines qui vont arriver là. C'est par rapport à Obama et sans doute un de ses derniers actes. Ah oui. Par rapport aux armes, il annonce qu'il va essayer de passer outre le Congrès. Parce que, bon, on se rappelle, aux États-Unis, il y a ils estiment qu'une de leurs grandes libertés, c'est d'avoir le droit de disposer d'armes. C'est dans leur constitution, voilà. Mais régulièrement, il y a des massacres. Et on se dit que le fait qu'il y ait ces associations en faveur de la vente d'armes libres, il faudrait essayer de faire en sorte que ça cesse. Mais c'est très compliqué. Et là, donc, il a un objectif. Alors, je sais pas s'il y arrivera, mais de passer outre le Congrès et de dire moi président, une formule célèbre, avant que je quitte mon deuxième mandat, je veux faire des actes forts pour limiter cet libre accès aux armes. Voilà. Notamment le discours où il a fleuré, on avait vu ça. Oui, parce que malheureusement elle tue encore. Sujet difficile qui sera au cœur d'ailleurs des élections présidentielles car Hillary Clinton. C'est un sujet récurrent pour le coup. Et Hillary Clinton s'est posée clairement dans la continuité d'Obama là-dessus. Et on connaît l'opinion de Donald Trump sur les armes. Et toi, Gabriel, des coups de cœur, coups de gueule? Un coup de cœur aujourd'hui. Roula Ghani, ça vous dit peut-être quelque chose ou pas du tout. C'est la première dame courage, comme je vais l'appeler. Donc Roula Ghani, l'épouse du nouveau président afghan et libanaise d'origine et chrétienne en plus. Mais elle compte se battre pour les femmes de son pays. La First Lady discrètement voilée d'un pays qui n'avait jamais vu le visage d'une femme de président est un modèle d'émancipation et un exemple à abattre pour les talibans. Et elle représente vraiment l'espoir pour toutes les femmes afghanes et c'est ce qu'elle a dit. Elle parle couramment français d'ailleurs de par ses études, anglais et bien sûr la langue afghane. Et c'est un modèle pour toutes ces femmes en Afghanistan qui sont malheureusement dans beaucoup d'endroits encore opprimées. Et c'est un exemple qu'elle veut vraiment essayer de développer au maximum les droits des femmes dans son pays. Et donc c'est ça que je voulais saluer aujourd'hui, cette femme qui a beaucoup de garde du corps sans cesse parce qu'elle est fortement menacée. Et donc c'est, on peut dire, la première dame courage pour un pays comme l'Afghanistan qui est une toute jeune démocratie mais très très fragile aujourd'hui. Et les talibans, il faut le rappeler, sont très présents dans le pays et avaient pris une ville qu'ils ont reperdue mais qui sont très implantés encore dans la population. Pour faire évoluer les mœurs, c'est une bonne chose. On passe à présent à la chronique littéraire de Marc, comme à chaque émission maintenant. Marc, quel livre vas-tu nous faire découvrir aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vais vous parler de sport. Pour ceux qui me connaissent, vous pourrez être surpris, mais puisqu'il y a autour du micro des amateurs, Ernestine et Gabriel, je ne voulais pas sentir trop exclu du sujet en ce début d'année 2016. Je me suis pas trompé, je suis bien dans l'équipe de l'info pour ma chronique littéraire et pas dans Passion Foot ou Passion Sport, autre émission emblématique de la 7ème chaîne. D'ailleurs, il ne sera pas question de football,
Et s'il va bien être question de sport, je l'aborderai par le biais de l'anthropologie. C'est pas la première fois que j'effectue une plongée livresque dans le milieu sportif par essai interposé. J'avais déjà apprécié Être rugby, jeu du masculin et du féminin d'Anne Sauter. Il était question de sociabilité entre hommes et d'interrogation sur le rôle des troisièmes mi-temps, sorte de rituel fédérateur entouré de secrets. J'ai découvert Julien Clément, docteur en anthropologie, lors d'une conférence au musée du Quai Branly à Paris. Intéressé par sa présentation et curieux d'aller plus loin, je me suis procuré Culture physique, le rugby de Samoa, un ouvrage tiré de sa thèse. Il a séjourné plusieurs fois à Samoa, a vécu au plus près de la population et a pratiqué le rugby sur place. En fait, le rugby n'est qu'un prétexte, le véritable objet d'étude est le corps, pris par le prisme du sport et du façonnement induit. Son intérêt porte principalement sur la socialisation et en proposant une approche comparative classique, Samoa d'une part, la France d'autre part, il montre comment le corps est construit socialement. Alain Berthoz, titulaire de la chaire de physiologie de la perception et de l'action au Collège de France, préface l'ouvrage de Julien Clément, qui a l'audace de compléter sa vision anthropologique par une approche physiologiste pour mieux appréhender les mouvements et les tactiques qu'il met en lumière et décortique chez les joueurs samoans. Le livre est vraiment didactique et accessible, il n'est pas truffé de références académiques austères. D'abord, je précise qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du rugby pour comprendre cette enquête ethnologique. Néanmoins, l'annexe 2 présente succinctement les principales règles du jeu, ce qui pourra aider les novices comme moi à appréhender certains détails techniques du texte, et à ne pas être angoissé lorsqu'il sera question de mêlée, de plaquage, de drop ou d'essai. Les feintes, les 1 contre 1, les 2 contre 1 sont autant de figures du jeu qui sont analysées en profondeur en détaillant les mouvements successifs. Dans les premiers chapitres, il s'agit de situer les îles Samoa dans le Pacifique Sud, de préciser l'organisation politique locale et de décrire les principaux traits de la société. Partons du principe que chacun situerait à peu près Samoa sur un planisphère. En revanche, quel est le nom de la capitale de la partie indépendante de Samoa ? Autour de la table, qui a une idée ? Ernestine, ça me dit rien. Gabriel. Ouais, aucune idée. Bon alors la bonne réponse, pour votre culture générale en géographie, c'est Apia. Apia est le nom de la capitale. Je suis plutôt bon en capitale, mais là... de Samoa. Ah oui, mais dès qu'on parle dans ces régions-là... Revenons au livre. Donc Julien Clément distille quelques extraits de son journal de terrain, où l'on voit que rapidement il est déstabilisé par le rugby pratiqué aux antipodes. Cela ne ressemble pas vraiment à celui qu'il connaît, auquel il a été formé en France. Quand il joue, il est perturbé par les pratiques autochtones. Son propos est illustré par plusieurs exemples. Ce qu'il met en avant, c'est la socialisation des corps, l'apprentissage des rôles. Les travaux princeps de Marcel Mauss sur les techniques du corps sont des références incontournables. En France, quelques critères, le gabarit, la corpulence, la vitesse, déterminent dès le début de la formation sportive l'attribution d'un type de poste. L'entraînement sera donc différencié selon les joueurs. À Samoa, l'apprentissage est différent. C'est plutôt un passage progressif d'un poste à un autre et donc une certaine polyvalence dans les compétences associées. Malgré le fait que les Samoans, pour intégrer les compétitions internationales, ont dû se plier aux règles édictées par l'IRB, l'International Rugby Board, auquel la SRU, la Samoa Rugby Union, adhère, une composante nationale forte reste prédominante. Julien Clément s'interroge d'ailleurs sur le sens et la signification d'une équipe nationale. D'autant que de nombreux joueurs de Samoa exercent à l'étranger, en Nouvelle-Zélande ou sur les terrains européens. L'usage des chants guerriers de début de match est bien analysé et son importance est démontrée. L'ouvrage se termine par une quinzaine de photographies en couleur qui permettent aux lecteurs européens de mesurer l'écart immense qui existe entre ici et là-bas en matière d'environnement de jeu, ceci tant sur le plan de la géographie que des installations à disposition. Ceci n'empêche pas les Samoans d'être de redoutables adversaires, d'autant plus quand ils mettent en avant des valeurs différentes, privilégier le 1 contre 1, chercher à faire sortir des joueurs de l'autre équipe, etc. Voilà. Je vous ai donc parlé, pour ma 8e intervention dans l'émission, de Culture physique, le rugby de Samoa, de Julien Clément, Paris aux éditions Rue d'Ulm. À toi Gabriel, pour la fin de l'équipe de l'info sur la 7ème chaîne. Merci Marc pour la chronique littéraire. Les États fédérés de Micronésie, c'est quoi la capitale ? C'est une île aussi du Pacifique. Si le but est de me piéger, tu as gagné. Voilà, un partout. C'est pas l'Ikir. Donc tu vois, je me connais quand même en île du Pacifique. Il y a Ernestine qui voulait dire quelque chose ? Oui, tu savais peut-être ? Non, je savais pas. Moi, je découvre. Donc c'est à chaque émission, je découvre. C'était pour détendre l'atmosphère un peu. Ouais, bien sûr. Elle est très bonne, mais comme ça fait. Et c'est la fin de notre 3e partie et c'est déjà le moment de nous quitter. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour vos commentaires et analyses sur l'actualité. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Très bonne année 2016, en espérant qu'elle nous apporte santé, bonheur,
joie et paix. À très vite pour de nouvelles aventures. On reste liés.